La révolte au Sénégal, l'abaya en France et une ministre chez Beyoncé, c'est le programme du jour. Salut à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. On est le lundi 4 septembre et c'est donc le début de notre quotidienne. Vous nous retrouverez chaque jour de la semaine à 18 h sur la chaîne YouTube d'Actu Réfractaire et sur la page Facebook ainsi que sur les podcasts du Canard Réfractaire disponibles en description. Cette émission, c'est avant tout votre outil, donc servez-vous-en au maximum et partagez-le. Ok, et c'est parti. Le premier opposant au pouvoir sénégalais, Ousmane Sonko, est en prison depuis plusieurs semaines. Accusé d'appel à l'insurrection, il vient d'arrêter sa grève de la faim qu'il avait commencé il y a un peu plus d'un mois. La situation au Sénégal a circulé en France avec notamment l'arrestation puis la libération de Juan Branco, un des avocats d'Ousmane Sonko, qui est connu en France pour avoir défendu gratuitement des gilets jaunes. L'occasion pour nous de parler du Sénégal à un moment où de nombreux coups d'État ont lieu en Afrique de l'Ouest. Alors, le Sénégal est un pays qui est situé sur la côte atlantique de l'Afrique, ayant pour capitale Dakar et partageant ses frontières avec le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Gambie. La situation économique du pays se dégrade à cause notamment des sécheresses et des dégradations des sols qui diminuent la production agricole du pays, qui a donc encore plus besoin de l'exportation extérieure. Problème, l'Inde, principal fournisseur de riz pour le Sénégal, a augmenté ses taxes à l'exportation suite à des sécheresses. L'inflation au Sénégal est alors très forte, réduisant l'accès à la nourriture et à l'essence à des millions de personnes. En 2008, la spéculation et l'inflation avaient déjà provoqué des manifestations contre la hausse des prix de l'alimentation. Aujourd'hui, 40% des Sénégalais sont sous le seuil de pauvreté. 90% des travailleurs ne disposent d'aucune couverture maladie et un retraité sur 10 bénéficie d'une pension de retraite. Une situation qui se dégrade dans un contexte où partout en Afrique de l'Ouest, les révoltes et les coups d'État s'organisent pour lutter à la fois pour la démocratie, contre la corruption, pour une vie digne et pour la fin de l'influence de l'État et des entreprises françaises qui sont aussi très présentes au Sénégal. Autant vous dire que la pression est très forte contre le président sénégalais actuel, Macky Sall, qui est largement accusé de corruption dans son propre pays. L'une des grandes différences avec beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, c'est que cette contestation du pouvoir, de l'inflation et de l'influence française est incarnée non par l'armée, mais par un homme politique, Ousmane Sonko. L'ancien député a créé son parti, les Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un parti qui milite pour une politique plus souverainiste, contre la présence et l'influence de l'État et des entreprises françaises, pour plus de redistribution des richesses, pour atteindre une autonomie alimentaire et pour développer notamment une industrie manufacturière. Candidat à l'élection présidentielle de 2024, Sonko devient le premier opposant du pouvoir, un pouvoir qui décide donc de le réprimer. Le 1er octobre 2023, Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, l'empêchant alors de se présenter pour les élections de 2024. Le 28 juillet, Sonko est emprisonné pour atteinte à la sûreté de l'État après des manifestations organisées par son parti. Le 31 juillet, le parti de Sonko est dissous. Il y a une arrestation massive des militants. On estime alors à plus d'1 millier le nombre de prisonniers politiques entassés dans des conditions horribles, une situation décrite par Juan Branco lors d'une récente conférence de presse. À l'annonce de l'emprisonnement d'un de leurs leaders politiques, des manifestations éclatent partout dans le pays avec de fortes répressions de la police, de l'armée, mais aussi d'hommes armés en civil. Plusieurs centaines de blessés et 37 morts en tout, avec Internet dont TikTok qui a été suspendu. C'est à ce moment-là que Sonko et plusieurs autres de ses camarades commencent leur grève de la faim. Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, a voulu calmer un petit peu la situation, proclamant notamment qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat pour les élections de février 2024. Ce qui n'a pas calmé la contestation au Sénégal. Un changement de président ne veut pas dire un changement du système ou de la politique pour autant. Cependant, cette décision va creuser les appétits au sein même du clan Sall pour sa succession, mais ne résoudra ni la colère de la population qui organise des manifestations,
contestation, ni l'organisation d'une partie de cette contestation par Sonko et ses militants. Sonko qui a donc arrêté sa grève de la faim hier pour des raisons de santé, alors que le ministère de la Justice sénégalaise maintient sa condamnation, le rendant toujours officiellement inéligible pour les prochaines élections présidentielles. En bloquant ainsi la contestation politique, le pouvoir donne toutes les raisons qu'il faut à la population pour multiplier leurs révoltes, renforçant la possibilité d'un coup d'État de l'armée soutenu par la population, comme dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Une chose est sûre, la situation va continuer à évoluer, vu le contexte de forte inégalité sociale, de corruption, de colère soutenue par la jeunesse et de très forte politisation. Cet été des révoltes africaines est donc loin d'être terminé, affaire à suivre. Et pendant ce temps-là, en France, le pouvoir a planifié pour la rentrée scolaire sa nouvelle polémique sur l'abaya, mais il va devoir faire face à quelques difficultés qu'on va voir ensemble. Gabriel Attal a annoncé il y a quelques jours l'interdiction de l'abaya, une robe longue et ample, ainsi que du qamis, une tunique longue pour les hommes, tous deux associés par le ministre à un prosélytisme musulman qui serait, selon lui, une atteinte à la laïcité. Problème, la circulaire du ministère est floue et pourrait être annulée par le tribunal administratif, puisque la description de ces vêtements ne sont pas présents, ce qui rend très confuse la différence entre une robe et une abaya, une confusion dont a joué énormément les médias récemment. Sans une description précise de l'habit, la démarcation se fait donc sur la prétendue religion de celles et ceux qui portent l'habit, ce qui est bien sûr illégal. Mais il n'y a pas que ça. La circulaire met aussi en place l'intervention de personnels spécifiques qui pourront être déployés dans les écoles pour défendre les valeurs de la République, un terme qui n'a aucune réalité juridique et qui laisse le soin au pouvoir et aux proviseurs de l'interpréter selon leurs envies et peut-être selon leurs intérêts du moment. Une polémique programmée et un renforcement du contrôle de l'État qui n'arrive pas à n'importe quel moment. Les récentes révoltes dans les quartiers auxquels le pouvoir n'a apporté aucune réponse sociale doivent être mieux contrôlées et réprimées directement à l'école, et c'est ce que permet cette circulaire. Par ailleurs, une autre loi, la loi Pacte enseignant, est très contestée par le personnel éducatif puisqu'il ne résout aucun problème comme le manque de professeurs, les classes surchargées ou le recrutement de contractuels à la volée sans aucune formation. La circulaire de l'abaya permet alors de diviser les enseignants sur la question de la laïcité et de ralentir l'organisation de cette contestation. Une polémique que certains qualifient de diversion organisée par le ministre de l'Éducation qui n'a jamais été dans l'enseignement public et qui cherche donc une légitimité. Mais une diversion qui est peut-être un petit peu plus que ça puisqu'elle rejoint un plus vaste programme de contrôle et de division de la population avec plus de surveillance, plus de censure sur les réseaux sociaux et des tentatives de dissolution d'organisations contestataires. Mais l'exemple de la dissolution des soulèvements de la terre acté par le ministère de l'Intérieur puis annulé par le Conseil d'État montre bien que la volonté du gouvernement ne signifie pas toujours une réussite de sa politique et sa mise en application. Donc rien n'est joué, affaire à suivre. Et pendant ce temps, quelques députés de la majorité se font offrir du très bon temps et ça c'est notre première actu vite fait. L'entreprise Engie et Orange ont payé des places de concert de Beyoncé d'une valeur de 2000 € à des députés de la majorité et parmi eux Sabrina Agresti-Roubache, devenue entre-temps la secrétaire d'État chargée à la ville. Ces cadeaux se font dans le cadre d'un partenariat entre Engie et le stade Orange Vélodrome de Marseille. Le groupe Engie pourra faire des cadeaux de prestations de différents événements de prestige comme ce concert de Beyoncé, mais aussi la Coupe du Monde du rugby ou alors des places pourtant très onéreuses pour les Jeux Olympiques de 2024. Engie a alors offert des cadeaux à la future secrétaire d'État chargée à la ville avant qu'il commence avec elle les négociations notamment sur la flambée des prix de l'énergie. Et pour rappel, Engie, c'est quand même l'un des principaux fournisseurs d'électricité et de gaz en France. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts.
Dernière vite fait qui comporte deux informations qui sont liées aux violences policières en France. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré vient d'aboutir à un non-lieu pour les gendarmes qui ont utilisé la technique de plaquage ventral. Quant au policier qui a défiguré Eddy avec son flashball, il vient d'être libéré de sa détention préventive. Pour rappel, le placement en détention préventive du policier avait déclenché une grève via des arrêts maladie dans des dizaines de commissariats en France. L'une de leurs revendications était notamment la libération du policier. Sur la chaîne du Canard, on avait détaillé avec plus de précision cette histoire, si ça t'intéresse. Le collectif Adama, en réaction à cette décision de justice, appelle à une mobilisation le 5 septembre à Paris. Et c'est là-dessus qu'on termine notre toute première quotidienne. Merci à tous pour vos précédents retours et évidemment la formule continuera d'évoluer au fil des jours, donc on est toujours impatient de lire vos critiques. C'est une aventure qui demande beaucoup de travail et d'investissement, alors j'espère que ça vous plaît déjà et surtout si vous voulez nous voir continuer sur cette lancée, partagez cette vidéo au maximum, c'est très important. Sur ce, amis réfractaires, très bonne soirée à vous et à demain pour votre prochaine analyse critique de l'actualité. Des bisous.